Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble le patron Amsterdam. Amsterdam est un patron de chemise pour femmes allant du 32 au 52. La base est très simple, l'originalité se situe dans les multiples cols. L'idée c'était de vous proposer une blouse assez facile à coudre et à associer aux autres pièces du dressing, et déclinable pour différentes occasions. Ce patron est génial car on peut obtenir des choses radicalement différentes en fonction des cols et tissus choisis, et il permet de coudre des chemises à manches courtes ou longues pour convenir à toutes les saisonnalités. On va faire un tour d'horizon des options ensemble. La base est assez simple, il s'agit d'une chemise avec un peu d'ampleur, façon chemise d'homme, boutonnée devant avec une patte attenante au corps. La chemise est proposée avec des manches courtes ou des manches longues avec poignets et fente indéchirables. Il existe deux longueurs, une version courte qui arrive en haut des hanches pour être portée à l'extérieur des jupes, shorts ou pantalons, et une version longue arrivant mi-fesses qui permet de rentrer la chemise. On propose soit un col noué, comme une cravate, des cols avec pieds de col, ou encore une encolure qui se finit par une bande de propreté pour les cols ronds ou marins. Et comme Ikati travaille toujours sur de jolies finitions, on vous propose des coutures anglaises sur les côtés et sur les dessous de manches qui vous permettront de cacher les marges de couture. Il y a aussi un empiècement épaule doublé dans le tissu. Voilà pour la base, on va maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les cols. On commence par cette version courte à manches longues en chambré souple avec un joli col marin. Une version courte à manches courtes en popeline exclusive herbier avec son grand col rond. Une version en viscose exclusive candy stripe avec un col chemise, que l'on a travaillé avec la rayure en verticale sur tout le vêtement, mais on peut aussi travailler la rayure à l'horizontale pour le col, les poignets et l'empiècement épaule. Une version en popeline lavée blanche avec un col chemise intemporel. Une version longue en broderie anglaise et à col victorien. Une version en viscose noire à pois avec col noué. Une version longue dans un armuré exclusif loti avec un col collerette que l'on va coudre entièrement ensemble pendant cette vidéo. Et enfin, une version fantaisie en popeline exclusive capri avec col rond volanté que l'on va également coudre durant la vidéo. Le niveau de couture est intermédiaire à avancé. Il est différent selon les versions cousues. Les versions à manches courtes avec des cols sans pied de colle sont les plus simples et les plus rapides à coudre, en particulier s'il n'y a pas de volant pour le col rond. Les versions avec pied de colle requièrent davantage de précision. Enfin, les versions les plus techniques sont celles cumulant les cols avec pied de colle et les manches longues. Créer une fente indéchirable au poignet n'est pas compliqué, mais demande une attention particulière et encore une fois de la précision. Au niveau des tissus, cette blouse est conçue pour des matières tissées en chaîne et trame. On peut à peu près tout utiliser, à condition que ce ne soit pas trop épais pour que cela reste confortable. Pour la saison chaude, on peut utiliser de la popeline, du Vichy ou de la rayure, de la broderie anglaise, du chambray, du lin, de la double gaze, du seersucker ou encore de la viscose. Pour la saison froide, on pourrait utiliser du velours Milleray, du jean souple, de la flanelle ou encore de la gabardine fine. Au niveau des fournitures, on aura d'abord besoin d'un entoilage tissé fin qui ne donnera pas un effet cartonné à votre vêtement. On aura ensuite besoin de boutons de diamètre de 12 mm. Au poignet, on peut utiliser la même taille ou une version plus petite de 10 mm de diamètre. On peut aussi utiliser des boutons de 11 mm partout, c'est un bon compromis. Enfin, en option, vous pouvez utiliser des éléments décoratifs pour personnaliser votre col, comme du croquet, de la dentelle ou encore du passepoil. Au niveau du matériel de couture, il vous faudra des ciseaux, un coupe-fil ou des ciseaux de précision, des épingles et en option, quelques pinces de couture, un outil de marquage, craie ou stylo textile, un mètre ruban pour marquer les boutonnières, en option une règle cartonnée pour marquer les ourlets et les repasser.
Il vous faudra également des aiguilles adaptées à votre tissu. En général, des universelles de 80 ou 90 ou des aiguilles Microtex pour la viscose ou la soie, et enfin, un fil de couture que je recommande en polyester pour sa résistance. Le nombre de pièces est assez important, mais beaucoup sont pour les différents cols. Il y a seulement 4 pièces indispensables, qui sont le devant, le dos, l'empiècement épaule et la manche. Si vous choisissez la manche longue, vous aurez aussi à découper la pièce poignet et la pièce fente. Ensuite, vous devez choisir l'option de col. Certaines pièces comme la bande de propreté et la pièce de la fente poignet nécessitent absolument d'être coupées dans le biais du tissu. Le biais permet d'apporter la souplesse nécessaire à la bande pour bien se placer dans les arrondis. Si le tissu principal de votre blouse est un peu épais, vous pouvez sans problème couper votre bande de propreté dans un autre tissu plus fin. Enfin, certaines pièces comme le pied de col, le col chemise, les poignets et l'empiècement épaule, voire les volants pourraient être coupés à 90 degrés du droit fil habituel, en perpendiculaire au sens du tissu. Cela se fait parfois pour donner un effet graphique pour les rayures, par exemple. Ici, j'ai coupé mes pièces en rayures dans le même sens que le corps, et il faut alors penser au raccord de rayures. A l'inverse ici, j'ai coupé les pièces col, empiècement épaule et poignet avec les rayures à l'horizontale, ce qui se fait d'ailleurs souvent avec les chemises que l'on trouve en boutique. Avant de se lancer dans la couture, on va commencer par la préparation des pièces, et notamment l'entoilage. On commence par la patte de boutonnage. On coupe 2 bandes de 2,5 cm de large que l'on vient entoiler sur l'envers des devants, à 2,5 cm le long de la lisière, ce qui correspond au premier pli de la patte de boutonnage. J'ai d'abord repassé un rentré de 5 cm, puis j'ai posé l'envers de ma bande d'entoilage sur l'envers du tissu et j'ai passé le fer avant de répéter sur l'autre devant. Ensuite, on peut également entoiler un des 2 cols, qui deviendra ainsi le col extérieur des cols ronds, du col marin et enfin du col chemise et du pied de col. Le fait d'entoiler va légèrement rigidifier le col et lui donner ainsi plus de tenue. Par contre, on n'entoilera pas le col noué qui nécessite une certaine souplesse, ni les volants ou la collerette, d'autant plus qu'ils seront froncés. On va aussi entoiler l'envers de 2 des pièces poignées pour la version manche longue. Dernière étape de préparation, le repassage. On aime bien pré-repasser tous les ourlets et autres lorsque les pièces sont bien à plat, c'est plus précis et plus simple ensuite pour les finitions. On commence par repasser les ourlets au bas des devants et dos. On fait un premier rentré de 1 cm, puis un second de 2 cm pour la version longue. Le deuxième rentré fera 3 cm pour la version courte pour laquelle on a souhaité des ourlets plus hauts. Je m'aide d'une règle cartonnée prévue pour le repassage qui me permet de plier directement mon ourlet à la bonne taille sans avoir besoin de faire de repères au préalable. On a choisi de faire un double rentré pour que les lisières ne soient pas visibles, mais vous pouvez choisir de faire autrement. Par exemple, si votre tissu est un peu épais, vous pourriez ne faire qu'un unique rentré de 3 cm pour la version longue. Ensuite, on s'occupe des ourlets des manches courtes avec un rentré de 1 cm, puis un autre de 2 cm. Enfin, on fait des rentrées de 0,8 cm sur les lisières basses des pièces non entoilées des poignets et du pied de col. Je le fais à l'œil. Enfin, concernant le col noué, on va cranter sur 1 cm la marge de couture basse sur une des 2 pièces, et ce, au niveau des 2 repères extérieurs. Puis, on va former un rentré de 0,8 cm entre ces 2 repères. On repasse également les pattes de boutonnage en faisant 2 rentrées de 2,5 cm. Cette fois encore, je m'aide de ma règle, mais vous avez normalement également noté les repères présents sur le patron. Enfin, on peut marquer au fer le pli creux du dos, en alignant d'abord au niveau de la lisière haute un repère sur l'autre vers l'extérieur,
de chaque côté de la pièce dos. Puis on tient en place par des épingles et un coup de fer. On a surpiqué à 4 mm le pli creux du dos dans la marge de couture avec des points en aller-retour en début et en fin de piqûre. Je vais maintenant monter la doublure de l'empiècement en fourreau selon la technique autrement appelée du burrito. Pour cela, je commence en alignant endroit contre endroit la lisière basse de l'empiècement épaule extérieure sur le haut du dos. Je viens ensuite aligner l'endroit de la lisière basse de l'empiècement intérieur le long de l'envers du dos. J'épingle. Puis, je vais piquer les 3 épaisseurs à 1 cm, avec des points en aller-retour en début et en fin de piqûre. Voilà qui est piqué, on va alors placer les 2 empiècements envers contre envers et le dos dans la continuité et bien repasser. Maintenant, on va aligner les épaules devant et dos à la pièce empiècement épaule en tissu extérieur seulement. On va épingler. Puis on répétera avec l'autre devant à l'autre épaule. Enfin, on piquera à 1 cm à chaque épaule. J'ai réalisé mes coutures. Je vais maintenant roulotter plutôt serré les devants. Ici, je n'ai pas trop serré car mon tissu est très fin. Puis, je vais roulotter le dos. Je vais alors attraper l'empiècement intérieur et le passer au-dessus des devants et dos pour placer les épaules en droit de l'empiècement contre envers des épaules devant. Maintenant, j'épingle. Puis je vais piquer à 1 cm toutes les épaisseurs. Voilà, j'ai piqué des 2 côtés. Pour retourner le travail sur l'endroit, je vais simplement tirer sur un rouleau par une emmanchure ou par l'encolure, le reste va suivre. Il me reste à repasser les coutures et, en option, surpiquer les empiècements. Personnellement, je ne le fais pas. Pour la version col noué, on va commencer par le rempliage des pattes.
Sur chaque devant, j'ai déjà rabattu un premier rentré envers contre envers de 2,5 cm. Je vais faire un rentré dans l'autre sens, endroit contre endroit de 2,5 cm, comme un accordéon. J'épingle pour tenir en place. Puis je vais ensuite piquer le haut à 1 cm à travers toutes les épaisseurs. Je répète sur l'autre patte en symétrie. C'est piqué, je vais dégarnir l'angle. Ensuite, je vais cranter l'encolure sur 1 cm dans la marge de couture juste après la patte. Puis je vais retourner la patte sur l'envers des devants en marquant la pointe et je vais repasser. Il faut alors répéter en symétrie sur l'autre devant avec l'autre partie de la patte de boutonnage. On s'occupe maintenant du col lui-même. Je vais aligner endroit contre endroit les deux bandes de col nouées. Épingler les lisières, sauf entre les deux repères des pattes sur la lisière basse, les deux repères les plus éloignés. Puis je vais piquer à 1 cm en démarrant à un repère, le plus proche de la pointe avec quelques points en aller-retour. Au niveau de la pointe, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu à 1 cm de la lisière, je soulève le pied presseur de la machine, je fais pivoter le travail et je rabaisse le pied presseur et je poursuis la couture en finissant par quelques points d'arrêt. Une fois piqué, je vais dégarnir les pointes au plus près de la couture sans couper dans la piqûre. Puis je vais retourner le col et marquer les pointes délicatement avec un objet un peu pointu, sans forcer, puis je vais repasser le tout. Le col est prêt à être assemblé. Je vais aligner le col extérieur, celui sans rentrée, endroit contre endroit à l'encolure, et j'épingle en écartant le col intérieur. Je vais démarrer par les extrémités. Les repères les plus éloignés du col doivent coïncider avec le repère du début de la patte de boutonnage. Puis j'aligne les repères épaules puis ceux du milieu et je termine mon épinglage tout le long. Il faut alors piquer à 1 cm sans piquer le col intérieur. Une fois la couture faite, je vais repasser les coutures vers le col. On peut maintenant reformer le rentré de 0,8 cm du col intérieur et l'épingler le long de l'encolure.
il faut que le rentré recouvre la piqûre précédemment faite. Je continue mon épinglage. Personnellement, j'aime bien bâtir avec de longs points à la main. Ainsi, je vais pouvoir enlever mes épingles, mais c'est optionnel. Puis je vais piquer sur l'endroit dans le sillon de l'encolure. Le col intérieur va être pris dans la surpiqûre. Je vous montre sous le pied de la machine. Je démarre avec le col extérieur visible sous le pied presseur. J'aligne bien mon aiguille avec le sillon de la couture précédemment faite pour piquer juste dedans. Je démarre par quelques points en avant puis en arrière et j'avance doucement tout le long du sillon. Ici, j'utilise du fil blanc pour mieux voir sur la vidéo, mais évidemment, de votre côté, utilisez du fil ton sur ton pour que la piqûre soit quasi invisible. Le secret, c'est d'aller doucement et d'étirer légèrement le col et le corps de chaque côté pour bien voir le sillon et piquer dessus. Arrivé à l'autre extrémité du col, je termine par quelques points en aller-retour. Voilà le résultat. Une fois terminé, je peux enlever les fils de bâti avec un découseur. Le fil noir aurait été quasi invisible. Voilà, le col noué est terminé. Il se porte replié en deux sur l'encolure et noué devant par un simple nœud ou un double nœud. Les volants, pour les cols ronds, col victorien ou collerette, ont été prévus en deux pièces à assembler en bout à bout pour reconstituer un seul long volant. Je vous montre ici avec le volant du col rond et le col victorien, mais cette étape se fait de la même façon avec les différents volants. Pour ce faire, on place endroit contre endroit les deux pièces et on aligne une petite extrémité. On pique à 1 cm puis on ouvre la couture au fer. On a ouvert les coutures des volants de la collerette, du col victorien et du col rond. Spécifiquement pour le col rond, on repasse le volant envers contre envers sur toute sa longueur en prenant soin de bien aligner les lisières. Cela nous permet d'avoir un volant double. Pour le volant du col victorien et de la collerette, on va plier endroit contre endroit le volant en deux dans la longueur aux extrémités et piquer à 1 cm. Puis je vais dégarnir les angles et retourner le volant endroit visible en marquant les angles et je repasse.
Voilà le résultat sur le volant du col victorien et sur la collerette. Pour tous les volants, on pique 2 lignes de fronce sur le long côté non fini du volant. Je vous invite à regarder notre vidéo technique sur comment faire des fronces pour avoir toutes nos astuces. Ici, on a donc utilisé un point long et on n'a pas fait de point d'arrêt en début et fin de piqûre. On fait la première ligne de piqûre en allongeant le point à 3,5 environ, puis on fait la seconde piqûre parallèle à la première en décalant l'aiguille de 2 à 3 crans. On va maintenant pouvoir froncer le volant. Je me marque quand même le milieu du volant qui correspondra au milieu d'eau du col. Je peux marquer encore l'écart de ma bande, mais ce n'est pas indispensable. Pour le reste, je vais froncer à l'œil en faisant en sorte que ce soit harmonieux. C'est plus simple de froncer le volant seul plutôt qu'épingler au col, car il y a une assez grande longueur à froncer. Je tire sur les fils de fronce de la canette et je fais glisser régulièrement mes fronces en faisant attention à ce que les fronces soient bien réparties sur les 2 fils de fronce. J'avance petit à petit. Comme c'est un peu long, je fais la même chose de mon côté sur le col rond et on se retrouve pour positionner le volant. Voilà, une fois froncé, je peux positionner le volant. Pour le col rond, je place mon volant endroit contre endroit sur le bord extérieur du col extérieur, c'est-à-dire le col entoilé. J'aligne les lisières à vif ensemble, je fais correspondre les milieux d'eau, puis au niveau des extrémités, je viens placer le volant à 1 cm des bouts du col en faisant mourir le volant dans la marge de couture. C'est-à-dire que je viens progressivement aligner la lisière opposée du volant, celle pliée, à la lisière du col à 1 cm du bout. Je répartis maintenant le fronçage de mon volant avec une pointe. C'est une étape qui se fait à l'œil. Ce qui est important, c'est que ce soit harmonieux visuellement. Je vais continuer sur la deuxième moitié. Une fois épinglé, on peut piquer le volant dans la marge de couture du col à 4 à 5 mm environ pour le tenir en place. Pour le col victorien, le volant se place endroit contre endroit le long de la lisière haute de la pièce entoilée du pied de col, entre les repères, lisières à vif alignées ensemble, en répartissant harmonieusement les fronces. Je commence là encore l'épinglage par le milieu d'eau.
Je poursuis mon épinglage tout le long et je répartis les fronces avec une pointe. Je continue de mon côté sur l'autre moitié. À noter que le col victorien est celui avec le plus de fronces. Il me reste à piquer à 4 mm dans la marge de couture pour tenir le volant en place. Enfin, pour la collerette, je vais la placer sur l'endroit de l'encolure et faire correspondre les repères milieu dos et épaules. La collerette se termine au niveau du repère prévu, le plus éloigné de la patte de boutonnage. On ajuste le fronçage en tirant sur les fils de fronce de la canette jusqu'à ce que la collerette froncée soit de même longueur que l'encolure. Je vais répartir les fronces du bout des doigts ou avec une pointe. Puis il me reste là encore à piquer dans la marge de couture à 4 à 5 mm pour tenir la collerette en place. Voilà, je vous montre les 3 volants prêts, le col rond volanté avec ses extrémités qui viennent mourir dans l'encolure. D'ailleurs, je vais dégarnir l'excès à chaque bout. Ensuite, voilà le col victorien. Et enfin, la collerette. Si vous souhaitez ajouter un élément décoratif sur votre col rond ou votre col marin de type croquet, passepoil ou dentelle, c'est le moment de le faire. Je ne le vous montre pas ici, mais vous pouvez trouver des vidéos dédiées sur notre site. Comment coudre du passepoil, comment poser du croquet sur la vidéo du patron Rio, et comment réaliser une incrustation de dentelle. Je vais placer endroit contre endroit les 2 cols, que ce soit pour le col rond ou le col marin. J'épingle soigneusement, si j'ai un volant ou un passepoil, celui-ci est pris en sandwich. Le col marin est prêt également. Puis, je vais piquer à 1 cm le bord extérieur. Voilà qui est piqué sur chacun de mes 3 cols. Je vais cranter les arrondis des cols.
Il me reste à retourner le col sur l'endroit et à bien le repasser en faisant en sorte que la couture du col du dessus, celui qui est entoilé, déborde un peu pour qu'elle ne soit pas visible en étant repassée sous le dessus de col. En option, je peux surpiquer le col à 2 mm du bord. Voilà le résultat sur les 3 cols. Je vais maintenant placer le col sur l'encolure, endroit du col intérieur contre endroit des devants et dos, et faire correspondre les repères milieu dos et épaules. Le col marin se termine au niveau du repère milieu devant. C'est le deuxième repère sur le patron, le premier étant la pliure de la patte de boutonnage. Pour le col rond, on commence de la même façon. Mais ce col se termine juste avant les repères de patte de boutonnage, au niveau d'un repère dédié sur le patron. J'épingle chaque col soigneusement. Je vais maintenant piquer dans la marge de couture à 5 mm pour tenir le col en place. Je dois finir l'encolure avec une bande de propreté. Je vais d'abord replier le haut des pattes de boutonnage, la première partie de 2,5 cm envers contre envers, puis la seconde partie de 2,5 cm également endroit contre endroit. La patte de boutonnage est ainsi pliée en accordéon. Je maintiens par une épingle. Je vais maintenant placer endroit contre endroit la bande de propreté le long de l'encolure, lisières accrues alignées ensemble. Le col est pris en sandwich. Les extrémités de la bande s'arrêtent un peu avant l'extrémité des pattes. Cela permet d'éviter des surépaisseurs au niveau des angles. J'épingle soigneusement. Puis, je vais piquer à 1 cm, à travers toutes les épaisseurs. La couture est faite, je vais réduire les marges de couture de l'encolure et du col seulement à 5 mm, pas celle de la bande de propreté que l'on écarte.
Je vais ensuite dégarnir les angles. Puis, je vais retourner les pattes de boutonnage vers l'envers du vêtement et bien marquer les angles. Je replie la bande de propreté vers l'envers du vêtement pour englober les marges de couture et épingler sur l'envers du vêtement tout le long de l'encolure avec précision et en étirant légèrement la bande de propreté pour éviter les petits plis. Personnellement, je recommande de bâtir pour tenir en place. Je vous montre, c'est hyper rapide et franchement, cela change le rendu final. Je prépare une aiguillée avec un nœud au bout et je réalise de grands points à 5 mm environ de la lisière de la bande. Une fois terminé, je fais un nœud et j'enlève les épingles. Maintenant, je vais piquer avec l'endroit visible à 8 mm de l'encolure pour tenir la bande de propreté en place. Je démarre par quelques points en aller-retour et j'avance doucement. Si vous n'avez pas bâti, vous aurez des épingles qu'il faudra retirer juste avant le passage de l'aiguille pour éviter tout défaut dans la surpiqûre. Le secret, c'est d'avancer lentement et d'étirer les deux côtés en même temps avant le passage de l'aiguille pour éviter la formation de petits plis. On termine par quelques points en aller-retour. Je vous montre aussi sur le col rond volanté. Voici le résultat sur les deux cols.
Avant de commencer l'assemblage du col chemise, on peut en option choisir de mettre une décoration de type passepoil, dentelle ou encore croquet. C'est le moment de le faire. Je ne le vous montre pas ici, mais vous pouvez trouver des vidéos dédiées sur notre site. Comment coudre du passepoil, comment poser du croquet sur la vidéo du patron Rio, et comment réaliser une incrustation de dentelle. Je vais placer endroit contre endroit les deux cols, épingler et piquer à 1 cm le bord extérieur, les côtés et le haut du col chemise. Si vous avez un passepoil ou autre, celui-ci est pris en sandwich. Aux angles, je plante l'aiguille dans le tissu, je soulève le pied presseur de la machine, je fais pivoter le travail et je rabaisse le pied presseur pour continuer la couture. Une fois piqué, je vais dégarnir les angles, puis je vais retourner le col sur l'endroit et bien repasser en dirigeant les coutures vers le dessous de col pour ne pas les voir. En option, je peux surpiquer le col à 2 mm du bord. Personnellement, je ne le fais pas. Je vais maintenant aligner le dessous de col chemise le long de la lisière haute de la pièce entoilée du pied de col, entre les repères, lisières à vif alignées ensemble. Il faut souvent un peu étirer le pied de col car avec l'entoilage, le tissu s'est un peu rétracté. J'épingle. Et maintenant, je vais piquer à 4 mm dans la marge de couture pour tenir le col chemise en place. En préambule de l'assemblage des pieds de col au corps, on va s'occuper de la fermeture des pattes de boutonnage. Je vais reformer les deux rentrées successives de 2,5 cm sur les milieux devant, repasser, épingler pour tenir les pattes en place. En option, je vais faire une surpiqûre de maintien en bas de pied col. Je vais reformer et repasser un rentré de 8 mm en bas du pied de col intérieur et faire une surpiqûre de maintien à 5 mm du bord. Cette piqûre est vraiment optionnelle. Vous pouvez laisser en l'état sans piqûre. Pour l'option col officier et col avec collerette, je vais placer endroit contre endroit les deux pieds de col. Je vais épingler. J'ai fait de même pour le col victorien et le col chemise. Le col chemise ou le volant du col victorien sont pris en sandwich entre les deux lisières hautes des pieds de col extérieur et intérieur. Pour les 4 versions, je vais piquer à 1 cm le bord extérieur. Une fois piqué, je vais cranter les marges dans la partie arrondie. Je vais retourner et repasser. Voici le résultat sur les 4 cols. Le col victorien, le col chemise, le col avec collerette et le col officier. Sur le pied de col extérieur, je repasse bien le rentré aux extrémités pour qu'il soit droit dans le prolongement de la couture.
Pour tous les cols avec pied de colle et le col officier simple, je vais maintenant assembler le pied de colle extérieur sur le bord de l'encolure, endroit contre endroit. Je vous montre avec le col chemise. Je vais aligner endroit contre endroit le pied de colle extérieur le long de l'encolure en positionnant d'abord une extrémité, le milieu dos, les repères épaules, puis les lisières jusqu'à l'extrémité opposée. Je vais épingler au fur et à mesure. On vérifie que l'on n'a pas fait de pli sur l'envers. Pour le col avec collerette, c'est en fait le col officier classique que l'on vient ajouter à l'encolure à laquelle la collerette a déjà été assemblée. La collerette est prise en sandwich. Il me reste à piquer à 1 cm en écartant le pied de colle intérieur pour ne pas le piquer, et en faisant un point d'arrêt au début et en fin de col. Avant de piquer à la machine, idéalement aux extrémités, on réalise quelques points à la main pour bien tenir en place, mais c'est optionnel. Je vous montre les quelques points de maintien aux extrémités. Voilà qui est piqué. Je vais ensuite coucher au fer les valeurs de couture du pied de colle extérieur et de l'encolure vers le col. En option, je peux cranter les marges de couture, mais ce n'est pas indispensable. Puis je vais rabattre le pied de colle intérieur sur l'envers de l'encolure. Je vais épingler d'abord le milieu dos, les extrémités et les épaules. Le pied de colle intérieur vient dépasser et cacher la couture d'assemblage. Il me reste à piquer en sillon sur l'endroit, le long de l'encolure. Je recommande de bâtir avec de longs points pour tenir en place en particulier les extrémités et permettre d'enlever les épingles avant la surpiqûre finale du col.
Je démarre avec le col extérieur visible sous le pied presseur. J'aligne bien mon aiguille avec le sillon de la couture précédemment faite pour piquer juste dedans. Je démarre par quelques points en avant puis en arrière et j'avance doucement tout le long du sillon en écartant avec les deux mains de chaque côté de l'aiguille. Cela évite les petits plis. Arrivé à l'autre extrémité du col, je termine par quelques points en aller-retour. Voilà le résultat. On aura potentiellement 2 piqûres visibles sur le pied de col intérieur, la piqûre de maintien, si on en a fait une, et la piqûre nervure. Je vous montre les deux versions avec le col monté. Je vais maintenant assembler les côtés du corps en coutures anglaises. Pour cela, je vais aligner les lisières corps côté devant et dos envers contre envers, j'épingle et je vais piquer à 4 mm. Puis je vais retourner, repasser endroit contre endroit, et enfin, je vais piquer à 8 mm. Une fois piqué, j'ai repassé et répété de l'autre côté, et voilà de belles coutures anglaises avec toutes les lisières enfermées entre les épaisseurs. Pour l'option manche courte, je vais d'abord assembler les dessous de manches en coutures anglaises, c'est-à-dire que j'aligne envers contre envers les lisières de dessous de manche. Je vais les piquer à 4 mm, puis je vais retourner, repasser, et endroit contre endroit piquer à 8 mm. Maintenant, je peux assembler endroit contre endroit la tête de manche et l'emmanchure en calant les repères et en épinglant.
Il peut y avoir un peu d'excès de tissu sur la manche que je vais résorber en étirant doucement l'emmanchure et en répartissant cet embut de tissu tronçon par tronçon en mettant plus d'épingles. Ensuite, je vais piquer à 1 cm et surjeter les lisières par un point de surjet ou un point zigzag d'une machine classique. Voilà qui est piqué de chaque côté. Je vais coucher au fer les marges de couture vers le corps. On va réaliser la fente indéchirable. On a tracé la fente sur le bas des manches. On a ouvert les fentes en coupant le long de la ligne de fente, du bas jusqu'au repère de haut de fente. On a besoin d'une bande coupée dans le biais. Ici, elle fait 4 cm de large et sa longueur doit être égale à 2 fois la longueur de la fente. Et on ajoute 2 cm de marge en plus pour avoir un peu de mou en bout de bande. Donc dans mon cas, la fente fait 9 cm x 2 égale 18 cm plus 2 cm de marge, soit 20 cm. On va épingler la patte fente le long de la fente, non ouverte, en bord à bord endroit de la patte contre l'endroit de la fente. On commence par une lisière basse de la manche, on épingle et on va décaler progressivement l'alignement pour être à 2 mm de la lisière de la bande. En arrivant au niveau de la pointe de la fente. Je vais piquer une épingle à la pointe de la fente, on a donc épinglé sur une hauteur de fente, mais pas sur l'autre. On ajoute une marque à la craie. Ensuite, on va ouvrir la fente à plat et on continue à épingler la bande sur l'autre côté de la fente. Les deux extrémités de la fente sont alignées et ils se forment au niveau de la pointe de la fente des godets de tissu. On fait attention à ne pas former de petits plis et on ajoute des épingles si besoin. On va maintenant piquer à 5 mm avec la bande visible sous le pied presseur de la machine, en faisant attention à ne pas piquer de plis au niveau de l'extrémité de la fente. On démarre par quelques points en aller-retour. On réalise la piqûre en suivant la bordure de la bande. À l'approche de la pointe de la fente, on réunit les plis vers nous. Arrivé au niveau de la pointe de la fente, on s'arrête, on a fait une marque, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied presseur. Et, tous les plis qu'on avait gardés vers le bas, on va maintenant les écarter de nous vers le haut à l'opposé de ce point de pivot. Je vais étirer légèrement le tissu au passage. Cette astuce permet de ne prendre aucun pli dans la piqûre. On garde le travail bien aligné au pied presseur et devant nous,
pour finir la piqûre jusqu'à l'extrémité de la fente et on termine par quelques points en aller-retour. Voilà le résultat sur l'envers de la bande et sur l'endroit. On n'a pas de pli pris dans la couture. On va repasser sur l'endroit sans marquer de pli, d'abord d'un côté de la fente et jusqu'à la pointe, puis de l'autre côté de la fente. Puis on va maintenant former un rentré au fer de 10 mm sur la longueur non cousue de la pièce fente. Si vous aviez fait une bande de 3 cm, alors il faudra faire un rentré de 5 mm seulement. On va aussi coucher la marge de couture de la manche, envers contre envers vers la bande. On va ensuite couper le surplus de bande aux extrémités. Enfin, on va replier la bande en deux en prenant ainsi en sandwich les marges de couture et en recouvrant la piqûre précédemment faite. On épingle soigneusement. On fait attention à ajouter une épingle exactement à la pointe de la fente. Puis on continue l'épinglage. Je vais enfin piquer au plus près du bord ou sur l'endroit dans le sillon. Voilà qui est piqué. On retourne endroit contre endroit et on dégarnit les surplus. Enfin, on va plier la pièce endroit contre endroit. On va faire se superposer les deux côtés de fente et repasser. On va piquer l'extrémité de la pièce fente en biais à 45 degrés sans piquer la manche. Ainsi, la fente indéchirable tiendra à l'intérieur du vêtement. Un côté de fente sera au final replié vers l'intérieur du vêtement avec quelques points dans la marge de couture pour le tenir en place et le second côté sera à plat en dessous de l'autre. On va maintenant assembler les poignets. Je marque les deux plis en bas de manche en superposant un repère sur l'autre vers la fente. Chaque repère est espacé de 3 cm. Je vais repasser et tenir en place par des épingles ou quelques points en aller-retour dans la marge de couture. Je répète en symétrie sur l'autre manche. Je vais assembler les dessous de manches longues en coutures anglaises. J'aligne les lisières de manches envers contre envers, j'épingle et je vais piquer à 4 mm. Puis je vais retourner, repasser. Je vais ensuite aligner de nouveau endroit contre endroit et épingler avant de piquer à 8 mm. Je répète sur l'autre manche. Je vais alors superposer et aligner endroit contre endroit les poignets intérieurs et extérieurs qui est entoilé sur l'envers et j'épingle les côtés et le haut. Ensuite, je vais piquer à 1 cm, ce que j'ai déjà fait ici sur l'autre poignet. Il faut alors dégarnir les angles, retourner
et placez les coutures vers l'intérieur du poignet avant de repasser le poignet. Je peux alors épingler l'extérieur du poignet au bord de la manche endroit contre endroit en alignant les lisières, les extrémités et les repères au niveau de la couture d'emmanchure et des plis formés. Je prends mon temps. Je vais écarter le poignet intérieur et piquer à 1 cm. Je vous montre la couture à la machine sur l'autre poignet. Il faut bien écarter le dessous de poignet et planter l'aiguille bien à ras du rentré de ce dessous de poignet. Je fais quelques points en aller-retour et je poursuis ma piqûre tout le long du poignet. À la fin, je fais quelques points en aller-retour. C'est piqué. Je peux coucher au fer la valeur de couture vers le poignet. Pour cela, je mets la manche en verre visible et j'utilise en option une jeannette pour enfiler ma manche et la repasser sans former de pli en dessous. Je repasse vers le poignet en écartant bien le dessous de poignet. Je rabats le poignet envers contre envers. Le bord du poignet intérieur va venir recouvrir la piqûre précédemment faite sur 2 mm. J'épingle soigneusement en démarrant par les extrémités. Pour les matières un peu plus épaisses, on peut dégarnir un peu les marges de couture aux extrémités, hormis celles du dessous de poignet. Une fois les épingles mises, en option, je vais bâtir avant de piquer sur l'endroit dans le sillon, puis je repasserai. Si vous voulez vraiment avoir de belles finitions aux extrémités, je vous invite à faire quelques points à la main aux extrémités pour tenir ces parties en place avant la piqûre machine. Je vous montre le résultat de la piqûre dans le sillon sur l'endroit et sur l'envers. Évidemment, on va répéter en symétrie sur l'autre manche. Et on va enlever les points de bâtis si vous en avez avec un découseur. Je vais maintenant assembler les manches à l'emmanchure, endroit contre endroit, en calant les repères.
J'épingle au fur et à mesure en commençant l'épinglage en bas d'emmanchure, en alignant les coutures et en répartissant les marges de couture de part et d'autre pour éviter les surépaisseurs. Puis, je cale les repères tête de manche avec le devant de l'empiècement épaule et le dernier repère avec l'empiècement au dos. Ensuite, j'ajoute plus d'épingles au niveau de la tête de manche pour réduire le petit excès de tissu de la manche. Je travaille par petits tronçons en répartissant cet embut et en étirant légèrement l'emmanchure et j'épingle. Je continue ainsi de suite. Ensuite, je vais piquer à 1 cm et surjeter les lisières par un point de surjet ou un point zigzag d'une machine classique. Une fois la piqûre faite, je vais juste coucher au fer les marges de couture vers le corps. Là encore, il faut assembler l'autre manche de la même façon. Je m'occupe maintenant de la patte de boutonnage. Je vais rabattre sur elle-même, endroit contre endroit, la patte de boutonnage en bas du devant. Puis, je vais piquer à 3 cm pour la version longue et à 4 cm pour la version courte. En fait, je vais piquer au niveau de la pliure d'ourlet faite au début. Je peux alors dégarnir l'angle et les pattes de boutonnage pour éviter les surépaisseurs. Je procède en plusieurs étapes. Je coupe d'abord en bas la marge de la patte elle-même. Puis, je dégarnis l'angle. Enfin, je dégarnis à angle droit l'ourlet de bas de corps en m'arrêtant à 1 cm du bord de la patte. Enfin, je peux retourner la patte sur l'endroit. On répète sur l'autre patte en symétrie. On va repasser et piquer les pattes tout le long à environ 2,3 cm du bord. On a ensuite reformé les ourlets bas de corps et on a repassé et épinglé hyper soigneusement. Puis on va piquer les ourlets au plus près. Enfin, on a reformé les ourlets bas de manches courtes, si on a choisi cette option. On a repassé et épinglé soigneusement l'ourlet avant de le piquer à 1,8 cm environ. Je vais m'occuper des finitions avec le placement des boutonnières. J'indique avec un stylo textile ou une craie les repères de boutonnière sur la patte droite lorsque la chemise est portée. Pour toutes les versions, la première boutonnière est horizontale et est indiquée sur le patron. Les suivantes seront verticales. On commence par les versions sans pied de colle. Le premier bouton est en gros à 1,5 cm de la lisière haute de la patte. Elle sera à faire à l'horizontale. Puis je marque les autres positions de boutonnière tous les 9 cm. Le nombre de boutons dépendra de la hauteur de votre version. En gros, la plus basse boutonnière sera à au moins 5 cm du bas. On s'arrête alors. On marque à l'aide d'une règle ou d'un marqueur à boutons que j'étends jusqu'à avoir 9 cm d'écartement. Pour les chemises avec pied de colle, on a marqué la première boutonnière sur le pied de colle,
On indique la suivante qui est sur le devant, elle aussi est marquée sur le patron de la pièce devant à 5 cm de la lisière avant le pied de colle. Cette boutonnière sera verticale, comme les suivantes à marquer à 9 cm d'espacement. On utilise une règle classique ou un marqueur à boutons. Le nombre de boutons dépendra de la hauteur de votre version. En gros, la plus basse boutonnière doit être entre 5 et 10 cm du bas. On s'arrête alors. Pour la version manche longue, on marque également les emplacements des boutonnières sur les poignets. Les boutonnières sont sur la partie devant du poignet et se font parallèlement au bas du poignet, donc à l'horizontale. On peut utiliser des boutons de 10 mm jusqu'à 11 voire 12 mm au poignet. D'usage, on prend des boutons plus petits au poignet que sur le devant, mais franchement jusque 11 à 12 mm c'est OK. J'ai brodé mes boutonnières, je les ouvre délicatement avec un découseur ou des ciseaux de brodeuse. Je vais maintenant marquer les emplacements des boutons avec un stylo textile en superposant les pattes et les poignets. Il ne me reste qu'à coudre les boutons. Et voilà, votre chemise Amsterdam est terminée. Ce patron est une super base pour composer plein de hauts différents. On vous montre ici un éventail des possibilités, mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Un patron similaire est disponible en version enfant et bébé sous le nom de Rio. Le corps et les manches sont simplifiés et plus rapides à coudre qu'en femme, mais le principe des propositions multiples de colle est identique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag #IkatiAmsterdam. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.